Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers amis, depuis le 7 octobre, le monde a connu de profonds bouleversements. Les conflits se sont intensifiés, les équilibres géopolitiques ont été profondément modifiés et les démocraties ont dû faire face à des menaces majeures. La guerre à Gaza, le sort tragique des otages, la mort de soldats israéliens, les affrontements régionaux ont été autant d'épreuves pour le peuple israélien et pour les Juifs du monde. Et pourtant, malgré ces événements, malgré la lutte menée contre le terrorisme, une réalité demeure inchangée. L'antisémitisme ne recule pas, il progresse et s'exprime aujourd'hui dans le monde avec une violence incontrôlable. L'attentat de Sydney en est une tragique illustration. La France n'est pas épargnée. La profanation de la plaque dédiée à Ilan Halimi par la destruction de l'arbre planté en sa mémoire nous rappelle tragiquement que cette haine n'appartient pas au passé. Elle nous oblige. C'est pourquoi nous avons souhaité dédier cette édition à ce jeune homme assassiné parce que juif. Face à cette situation, nous avons décidé d'entrer en résistance et d'affirmer clairement ce que nous sommes pour montrer l'inanité de ce phénomène qu'est l'antisémitisme. Nous sommes français, nous sommes juifs et nous sommes sionistes. Cette affirmation, qui est le thème de la 8e édition de notre colloque, dérange. Elle est contestée, attaquée, parfois même criminalisée sous couvert d'un antisionisme qui sert de masque à une haine plus profonde. Notre appartenance à la nation française est remise en cause, notre judaïsme est stigmatisé et notre attachement à Israël est présenté comme une faute morale. Depuis un certain nombre d'années, se rendre dans une synagogue ou dans un lieu communautaire nécessite une protection policière. Et aujourd'hui, les Français de confession juive vivent de plus en plus mal cette situation. Les insultes antisémites se banalisent dans l'espace public, les manifestations deviennent des lieux de déferlement de haine et Israël est systématiquement diabolisé, quelles que soient les circonstances. Au travers des interventions historiques et contemporaines de grande qualité, d'Hubert Struck, de Clément Veil-Rénal, de Shannon Seban et de Georges Bensoussan, nous essayerons d'obtenir des réponses à nos questions afin d'être mieux armés pour lutter contre l'antisémitisme. De plus, cette année, grâce à Norbert Bensadon, membre du conseil d'administration du Centre, aidé par Rachel Atlan, un travail de mémoire est venu soutenir notre colloque. Mardi dernier, c'était la journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité. Une exposition réalisée par le Mémorial de la Shoah et montrée au public pour la première fois à Montpellier, intitulée « La fin de la Shoah et de l'univers concentrationnaire nazi 1944-1948, survivre, témoigner, juger », que vous avez ici, au fond de notre salle, était visible depuis le 16 janvier au lycée de la Merci par les classes de 3e et de terminale. Puis, elle a été installée au lycée Jean Monnet et enfin au lycée Georges Pompidou. Un millier d'élèves, je dis bien un millier d'élèves, pourront la voir, ce qui est exceptionnel. Aux visites guidées s'ajouteront des conférences qui seront données aux élèves de cet établissement par Roger Fajdenberg, co-auteur avec Alban Perrin du livre « Ce que j'ai vu à Auschwitz, les cahiers d'Alter », et ce dans un but pédagogique afin de sensibiliser les jeunes sur les dangers de l'antisémitisme. Cette action a été menée sous l'égide du Centre culturel juif Simone Veil, avec le concours du Mémorial de la Shoah, du Musée de la Résistance et de la déportation de Castelnau-le-Lez, du rectorat de Montpellier, représenté par Madame Marie-Ange Rivière, ici présente, référente mémoire et citoyenneté, que nous tenons ici à remercier pour sa collaboration active à la réalisation de ce projet d'envergure. Nous avons installé l'exposition aujourd'hui ici, dans la salle des rencontres, pour que vous puissiez la voir, mais elle sera dès demain dans la salle des expositions de la mairie jusqu'au 4 février. Fidèle à son engagement depuis 8 ans, le Centre culturel juif Simone Veil a choisi de faire de ce colloque un espace de réflexion, de transmission, mais aussi de combat. Un combat pour la vérité, pour la mémoire et pour la défense des valeurs démocratiques qui fondent notre République. À travers ce colloque et ce travail de mémoire, nous voulons rappeler une évidence. Les Juifs de France n'ont pas à se justifier d'être ce qu'ils sont et de soutenir Israël.
lorsque ce pays est attaqué par ceux qui cherchent à le rayer de la carte. Je vous remercie. Donc, nous allons commencer par l'entretien avec Hubert Strouk sur le thème « Discours politique et mutation de l'antisémitisme en France depuis la reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs de France ». Hubert Strouk est un professeur agrégé, enseignant et formateur en histoire-géographie pour l'éducation nationale. Hubert Strouk est aujourd'hui responsable du service pédagogique au Mémorial de la Shoah à Paris. Il a quitté sa Toulouse du Sud pour monter à Paris. Il s'intéresse tout particulièrement aux enjeux de la transmission du génocide des Juifs. Il a participé comme conférencier et formateur à plusieurs séminaires à l'étranger. Ses interventions portent principalement sur les différentes formes d'antisémitisme d'hier et d'aujourd'hui. Depuis 2 ans, il participe à un programme de formation des guides des sites mémoriaux dédié au génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Dans le cadre d'expositions temporaires, il a consacré des travaux de recherche à l'histoire du sport au XXe et XXIe siècle. Et maintenant, il a au stand du livre un ouvrage qui pourra vous dédicacer, Veldiv, Histoire et portée d'un discours. Merci Sabine. Alors Hubert, d'abord toute l'équipe du Centre culturel juif Simone Veil qui te connaît bien, puisque tu nous aides à réaliser nos expositions, te remercie d'avoir accepté notre invitation. Alors d'un commun accord, nous avons choisi que cette rencontre se fasse sur un mode question-réponse, et donc sur le sujet que nous avons choisi de traiter ensemble, discours politique et mutation de l'antisémitisme en France, depuis la reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs de France. Tu as publié en 2025 aux éditions Hermann « Veldiv, Histoire et portée d'un discours ». Ce livre est à notre stand, d'ailleurs, de livres, et tu pourras le dédicacer aux personnes qui souhaiteraient l'acquérir. Ma première réaction face à ce livre a été de me dire « Mais pourquoi écrire un livre sur un discours ?» Bien sûr, ce n'est pas un discours ordinaire, mais quand même. Et puis, en le lisant, au fil des pages, j'y ai trouvé une mine de renseignements sur une partie de notre histoire. C'est à la fois une enquête et une analyse sur les conséquences et la portée de ce discours à l'époque où il a été écrit, mais également il nous interroge sur les mutations de l'antisémitisme d'aujourd'hui, et j'ai trouvé ce livre passionnant. Alors j'ai une première question. Pourquoi as-tu eu l'idée de faire un livre sur le discours de Jacques Chirac qu'il a prononcé le 16 juillet 1995 à l'occasion des commémorations de la rafle du Veldiv ? Eh bien, merci Michel d'abord de l'invitation. Merci à celles et ceux qui nous rejoignent ce matin, qui vont participer à cette journée. C'est vrai que pour moi, c'est toujours une émotion particulière d'être ici, puisque, comme tu l'as rappelé, avec la mairie de Montpellier, avec les collectivités territoriales, avec l'éducation nationale, nous avons organisé beaucoup de manifestations. La dernière avec Norbert Bensadon, donc cette exposition, ces visites avec les élèves. Et donc, je suis particulièrement heureux de vous retrouver ce matin. Alors, cette fois-ci, effectivement, c'est pour évoquer cet ouvrage. Alors, pourquoi cet ouvrage ? Pour une raison assez simple, c'est que, et un peu inattendue, c'est qu'au milieu des années 2010, donc je crois en 2014, j'étais membre des jurys des concours, et puis un collègue me dit, tu sais, aux archives, il existe, aux archives donc, de Pierre Fitt, il y a des documents inédits autour du discours du Veldiv de Jacques Chirac. Donc je dirais un peu comme tout le monde. Je connaissais le discours, je connaissais un petit peu évidemment sa portée, je savais qu'il avait été écrit à 2 mains entre Jacques Chirac et sa conseillère de l'époque, Christine Albanel, qui est aussi une Toulousaine. Bon, tout ceci a fait que j'ai dit, écoute, je vais me renseigner, je vais essayer d'avoir une dérogation pour consulter ces archives. Et donc, une semaine après, j'apprends que je peux tout à fait consulter et travailler sur ces documents. Et donc, je me rends aux archives. Et puis effectivement, autant il y avait très peu de documents sur la construction du discours, donc j'ai trouvé d'autres documents pour trouver comment Jacques Chirac, avec le temps, avait construit ce discours. Et en revanche, il y avait énormément d'informations sur les conséquences du discours. D'abord, les remerciements que reçoit Jacques Chirac après le discours du 16 juillet
1995 pour les 53 ans de la rafle du Veldiv, de la commémoration de la rafle du Veldiv. Et puis, je vois aussi les problèmes posés par l'usage de certains mots dans le discours, notamment le fait que cette phrase, ce jour-là, la France accomplissait l'irréparable, le fait d'avoir utilisé la France. Et je vois qu'au sein même de l'Élysée, quelques années après, cette question de la France va poser souci. Et voir aussi, alors après on allant plus loin dans les documents d'archives, que dans les discours qui vont suivre, pas seulement ceux de Jacques Chirac, mais des présidents de la République qui succèdent, des premiers ministres qui prennent la parole au Veldiv, eh bien, il y a aussi, à travers le discours de Jacques Chirac, pour celles et ceux qui prennent la parole après, on voit à travers le discours politique une mutation de ce qu'a été l'antisémitisme en France entre 1995 et aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça particulièrement passionnant. On va en parler, hein, ça, évidemment c'est important, mais est-ce que tu peux expliquer les raisons qui ont déterminé Jacques Chirac à reconnaître la responsabilité de la France 50 ans après la Shoah quand même, en nous rappelant le contexte politique et mémoriel, en quelques mots, de l'époque? Alors il y a énormément de raisons, voilà, pour l'expliquer, et c'est ce que j'ai aussi découvert dans cette recherche. Bon, la première chose, c'est que à partir de 1992, en particulier, il y a un arrêt qui est rendu par rapport à Paul Touvier, et cet arrêt va susciter énormément d'émotions, reconnaissant qu'il n'y avait pas d'hégémonie idéologique avec le régime de Vichy. Donc les associations vont se mobiliser. Jusque-là, notamment à travers les époux Klarsfeld, la démarche qui est entreprise, c'est celle de poursuivre devant les cours de justice les criminels nazis et leurs complices. Et puis progressivement, notamment à partir d'avril 1992, un groupe va se créer qui s'appelle le Comité Veldiv 42, des membres de la société civile, qui vont dire ça ne suffit pas, on voudrait une reconnaissance dorénavant politique. Reconnaître que l'État français de Vichy, c'est le mot qu'emploie le Comité Veldiv 42 dans une pétition lancée en juin 1992 dans Le Monde. On souhaite que l'État français reconnaisse sa responsabilité dans la déportation des Juifs de France. Et donc, vous le savez, en 1992, c'est une époque aussi où François Mitterrand est totalement opposé à cette reconnaissance, pour des raisons qui seraient trop longues à évoquer ici, mais l'événement qui va être emblématique, c'est la commémoration des 50 ans du Veldiv en juillet 1992, où François Mitterrand est sifflé, Mitterrand à Vichy, où Robert Badinter prend la parole pour dénoncer les huées contre François Mitterrand. Et donc on voit ici se cristalliser la question. François Mitterrand va prendre quelques mesures concernant cette commémoration du Veldiv, notamment un décret de février 1993 qui va permettre de créer donc une commémoration nationale par rapport aux crimes racistes et antisémites commis par l'autorité de fait dit gouvernement de l'État français. Et il faut attendre alors l'arrivée de Jacques Chirac, effectivement, puisque François Mitterrand ne voudra jamais aller au-delà. Or, Jacques Chirac, c'est très intéressant, c'est que, et c'est ce que j'ai découvert, il y a plusieurs raisons qui poussent Jacques Chirac à prendre la parole. D'abord, il n'en fait pas un thème de campagne. Il est élu le 7 mai 1995 et dans sa campagne, il n'a jamais dit « moi, je prendrai la parole pour reconnaître la responsabilité de l'État français ou de la France ». Voilà. Et en fait, Jacques Chirac, c'est quelqu'un qui est arrivé, et ça je pense qu'il faut vraiment le rappeler pour bien le comprendre, la concomitance des événements. Il arrive à la mairie de Paris en 1977. En 1978, vous le savez, c'est la création de l'association des fils et filles déportés juifs de France. C'est aussi les débuts d'une vague de négationnisme. Et Jacques Chirac, avec sa conseillère qui le rejoint en 1982, Christine Albanel, qui remplace Alain Juppé à ce poste pour écrire le discours, va être excessivement sensible à tous les travaux et toutes les enquêtes menées par Serge Klarsfeld, notamment son ouvrage majeur, Vichy-Auschwitz, dont le tome 1 sort en 1983. Et déjà en 1986, Jacques Chirac, comme maire de Paris et Premier ministre, quand il prend la parole au Veldiv, ce qu'on appelle le square des martyrs du Vélodrome d'hiver, il a déjà quasiment tout dit. D'accord ? Donc c'est quelqu'un qui est très en avance sur la question de la reconnaissance de ce qu'a été la responsabilité des autorités françaises dans cette déportation. Et quand il arrive au pouvoir, donc en mai 1995,
je voudrais aussi souligner l'attachement qu'avait Jacques Chirac pour les mondes juifs, qui est quelque chose de très profond, que l'on voit à travers sa formation à Sciences Po, Paris, où il est formé notamment par le grand rabbin Jacob Kaplan, ses liens avec le rabbin Raïm Setruk, ses liens d'ailleurs avec le rabbin de France d'aujourd'hui, donc Élie Korchia, etc. Il a comme ça des relations très fortes avec les mondes juifs, très sensibles, on va dire, à la destinée du monde juif. Et donc, le 4 juillet, il reçoit une délégation du CRIF à Paris. Donc, Henri Agenberg, le nouveau président du CRIF, vient lui-même d'être élu. Et Henri Agenberg veut le rencontrer, puisque c'est une nouvelle période qui s'ouvre après celle de Jean Kahn. Et quand il le rencontre, d'ailleurs, pour parler de 3 choses fondamentales. La première, 1995, c'est l'année du Front National. Le Front National fait 15% des voix en France. 3 municipalités sont remportées par la formation d'extrême droite. Et il y a au sein des mondes juifs une véritable émotion par rapport au discours, notamment de son leader, Jean-Marie Le Pen, et ses phrases. Deuxième question, c'est l'évolution du processus de paix au Moyen-Orient, qui est une question fondamentale, puisqu'il y a une forme de processus qui est en train de s'enrayer au regard de ce qu'a été le processus d'Oslo. Et le troisième point, Henri Agenberg lui dit « Mais monsieur le Président, que faites-vous le 16 juillet ? Est-ce que vous viendrez au Veldiv et est-ce que vous prendrez la parole ?» Et Jacques Chirac se tourne vers Christine Albanel. Il dit « Écoutez, Christine, ils se connaissent maintenant, vous savez, depuis 13 ans. » Il lui dit « Qu'est-ce qu'on fait le 16 juillet ? Écoutez, monsieur le Président, votre emploi du temps est libéré. On peut se déplacer au Veldiv. » Et il dit « Je prendrai la parole, je viendrai, ce qu'a déjà fait François Mitterrand, et 2, je prendrai la parole, ce qu'avait refusé de faire François Mitterrand. » Et quand il se quitte, il dit, ça c'est des témoignages que j'ai pu recueillir en ayant interviewé à 2 reprises Christine Albanel, il lui dit, elle lui dit d'abord, monsieur le Président, est-ce qu'on doit dire la vérité ? Et il dit, écris-le en ce sens. Donc elle va écrire le discours, certainement qu'il a été travaillé ensemble, et le président de la République donc, va prononcer ce discours qui est totalement, je le dis, inattendu, non relu par d'autres conseillers, ce qui est souvent, vous savez, la démarche dans les cabinets ministériels, non relu, voilà, et qui va avoir, dès qu'il est prononcé, un retentissement énorme, notamment par rapport à la phrase que j'ai citée. Alors, Hubert, tu nous donnes des raisons, les raisons qui ont poussé Jacques Chirac à faire ce discours, mais finalement, est-ce que tu ne crois pas que les travaux de Paxson qui ont montré que la France n'avait pas été si résistante que ça pendant la guerre et qu'il y avait donc finalement un problème dans l'interprétation de la position de la France pendant l'occupation, est-ce que tu crois qu'il n'y avait pas aussi des raisons politiques pour Jacques Chirac de prononcer ce discours ? Il y a certainement et toujours des raisons politiques à prononcer un discours de cette dimension-là, et on peut le documenter en regardant, en analysant le discours. Jacques Chirac, dans le discours, dit oui, la folie criminelle de l'occupant nazi a été secondée par des Français, par l'État français. S'il dit oui, c'est qu'il tranche un débat. C'est qu'il dit, voilà, ça fait des années, souvenez-vous la phrase de Pompidou en 1972, où interrogé sur Touvier, il dit, il est temps de passer de ce temps où les Français ne s'aimaient pas. Voilà. Donc Jacques Chirac dit, ça suffit d'une certaine manière, il faut trancher le débat, mais avec ce que j'ai dit avant, sa véritable connaissance, mais vraiment connaissance de ce qui s'est passé durant la guerre, ces liens très forts avec les mondes juifs pour des raisons qui vont au-delà d'un aspect qui serait, on va dire aujourd'hui, on dirait un aspect électoral, qui est vraiment je pourrais le développer, mais il a une connaissance des traditions juives. Je me souviens encore avoir, dans les documents d'archives, à un moment donné, il est aux États-Unis, il est à l'ambassade de France, et il fait un discours, et avant de commencer le discours, on est en septembre, et il dit, je sais que c'est la fête de Rosh Hashanah, qu'on va tremper la pomme dans le miel, et vous savez que la pomme a été un élément emblématique de ma campagne de 1995. Donc si vous voulez, de fait, au-delà de l'anecdote, et c'est quelqu'un qui reprend des phrases auxquelles il est très sensible, c'est quand même celui, vous savez, je vais essayer d'expliquer ça parce que c'est quand même fondamental au-delà d'une dimension politique que j'ai soulignée, c'est que Jacques Chirac, c'est son intérêt très fort pour les peuples premiers. Voilà.
Et en fait, dans sa vision du monde, le peuple juif est un peuple premier, mais qui est toujours là. Et il est bien là. Et ça, cette dimension-là le fascine. Et il reprend des phrases qu'il a pu échanger notamment avec le Rav Hillel Pesner, qui était un Rav Lubavitch, et qui était la phrase suivante: quand les Juifs arrivent quelque part, avant de fonder une synagogue, ils fondent une école. Et la question de la transmission est pour lui une question essentielle. Donc bien sûr qu'il y a une dimension politique, mais il y a, pour Jacques Chirac, il est venu le moment de dire la vérité. Et par rapport à ce que tu dis concernant Paxton, et c'est aussi pour ça que les historiens, les universitaires de Vichy, Henri Rousseau, Anna Dvorka, ont toujours apporté leur soutien à ce discours. Parce que la force du discours, au-delà des mots, de la qualité littéraire, je vous invite toujours à le relire, c'est qu'on a un discours politique qui est en conformité avec l'historiographie de l'époque, c'est-à-dire l'historiographie des années 80-90. Voilà. Et de ce point de vue, et bien sûr celle de Paxton 1972, et de ce point de vue, c'est une réussite de Jacques Chirac. Et même les discours, pour ne pas dévoiler le secret, mais même les discours qui viendront après, n'auront jamais la force du discours de Jacques Chirac de 95. Et je donne juste un exemple, excuse-moi Michel, c'est qu'en 2002, quand il est réélu, Christine Albanel n'est plus sa conseillère, c'est un monsieur dont on a entendu parler récemment pour d'autres histoires, qui s'appelle Roch-Olivier Mestre, son conseiller. Et Roch-Olivier Mestre lui envoie une note pour lui dire: vous venez d'être élu, ne reprenez pas la parole au Veldiv. Parce que la tradition, c'est qu'un président de la République élu prend la parole au Veldiv au mois de juillet qui suit, si l'élection a eu lieu en mai. Il lui dit: ne reprenez pas la parole, parce que la force de votre discours de 1995 ne serait plus la même. Et c'est la raison pour laquelle, vous verrez, c'est Jean-Pierre Raffarin qui prend la parole en 2002. Alors, on va arriver, je dirais, à l'actualité, parce que depuis des années 2000, quand même déjà, l'antisémitisme a refait surface en France et a augmenté de façon exponentielle après le 7 octobre. Comment expliques-tu la mutation de l'antisémitisme depuis donc 2000, du négationnisme d'extrême droite à l'antisémitisme d'extrême gauche, jusqu'à celui de l'islam radical? Et comment expliques-tu que dans sa grande majorité, la population française reste silencieuse face à cette vague d'antisémitisme, comme elle l'a été sans doute en partie pendant la guerre, au moment où les Juifs français ont été inquiétés et déportés? Alors moi, effectivement, ma matière, en tant qu'historien, ce sont les discours politiques. Alors, moi, je ne vais pas redémarrer en 2000, mais en 1995, et juste prendre un extrait de Jacques Chirac. Jacques Chirac, quand il prend la parole, je l'ai dit dans un contexte où le Front National est au plus haut, voilà, 15% des voix, 1995, je l'ai dit, c'est l'année du Front National. Voici la phrase de Jacques Chirac qui dénonce les crimes racistes, la défense des thèses révisionnistes, les provocations en tout genre, les petites phrases, les bons mots, puisent aux mêmes sources. Quand il parle de l'antisémitisme, la source, c'est l'antisémitisme traditionnel, c'est l'extrême droite, voilà, qui, dans l'histoire, et c'est vrai que Jean-Marie Le Pen, entre Durafour, Crématoire, Auschwitz, un point de détail de l'histoire, etc., a alimenté évidemment un discours antisémite qui vient de l'extrême droite. Et puis, ce qu'on va voir, et ça c'est très intéressant, c'est à partir du milieu des années 2010, c'est-à-dire exactement en 2014. En 2014, cette fois-ci, il y a une évolution dans le discours. Bien sûr que l'idée du discours du Veldiv, qui a une dimension toujours universelle, dénoncer le racisme, évidemment l'antisémitisme, mais après la question, c'est de dire, mais quelles sont les sources de l'antisémitisme? Voilà. Et là, l'évolution que l'on voit, c'est le texte de Manuel Valls, le discours de Manuel Valls de 2014. En 2014, vous savez, il y a une nouvelle guerre, on va dire, entre Israël et le Hamas, donc à Gaza. À ce moment-là, il y a des violences qui arrivent à Paris, notamment au niveau de non seulement à Sarcelles, mais aussi à la synagogue des Tournelles et de la Roquette. Et à ce moment-là, le 20 juillet 2014, quand Manuel Valls prend la parole, voici ce qu'il dit. À l'antisémitisme historique, traditionnel, cette vieille maladie de l'Europe qui, de siècle en siècle, a prospéré jusqu'à conduire à Sobibor, Treblinka, Belzec ou Auschwitz, s'ajoute un antisémitisme d'une forme nouvelle qu'il est hors de question de cacher ou de nier et qu'il faut regarder en face. Il se cache dans la haine du juif, derrière un antisionisme de façade et derrière la haine de l'État d'Israël. Donc on voit
et moi c'est l'objet de mes recherches, on voit à travers le discours politique la mutation de l'antisémitisme. Et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire aussi que le discours du Veldiv n'est pas seulement un discours pour dire quelle a été la responsabilité des autorités françaises dans la déportation des Juifs de France, mais devient un discours, parce que jusque-là, il faut le rappeler, aucun président, aucun Premier ministre ne s'est détaché du discours de Jacques Chirac au sens du fond du discours. Il n'y a jamais eu de désaccord d'un point de vue du fond avec les présidents et premiers ministres qui se sont succédés. Mais ce qui change, c'est de dire les mots MAUX de la société et donc de qualifier l'antisémitisme. Et là où ça va plus loin, encore, je dirais, et de manière plus claire surtout, c'est en 2017. C'est le discours d'Emmanuel Macron en 2017 au Veldiv, en présence de Benyamin Netanyahou, où il a cette phrase qui est restée, je dirais, célèbre pour qualifier l'évolution de la société. Nous ne céderons rien à l'antisionisme, car il est la forme réinventée de l'antisémitisme. Donc ce qu'on voit très bien, et moi ça a été ma surprise, c'est ça un chercheur, c'est de découvrir aussi les choses. C'est-à-dire que je me rends compte en lisant des discours, moi je travaille sur le Veldiv, si vous voulez, c'est vraiment très historique, je peux vous faire toute une démonstration sur la responsabilité de l'État français de la déportation des Juifs de France, même si le génocide est un projet nazi. Mais ce que je découvre surtout, c'est ce que tu viens de dire Michel, c'est les mutations de l'antisémitisme. Et ces mutations de l'antisémitisme, c'est le fait que quand en 2012, il y a l'attentat à Toulouse, d'Otsar Hatorah, les enfants qui sont assassinés, c'est au nom d'un antisémitisme virulent, en lien avec la situation en Israël, ou au prétexte évidemment d'une situation en Israël et du sort des enfants palestiniens. Donc si vous voulez, il y a là, dans ce que Pierre-André Taguieff appelle un antisionisme radical. Et c'est effectivement ce que dit le discours politique à ce moment-là. Le discours politique dit qu'il y a bien quelque chose qui est nouveau, c'est que à travers l'antisémitisme qui se traduit dans la société française par l'assassinat d'individus parce que juifs, eh bien, il y a là une nouvelle forme qui apparaît et qui n'est plus cet antisémitisme que l'on a connu par le passé, ou n'est plus seulement l'antisémitisme que l'on a connu par le passé. Et c'est la phrase de Robert Wistrich, le spécialiste de l'antisémitisme, qui parle de la haine la plus longue de l'histoire pour parler de la haine des Juifs, en insistant, c'est que la force de l'antisémitisme, c'est sa plasticité. C'est-à-dire qu'il est capable de muter constamment. Et là, on voit, et tu as souligné les sources, on voit une mutation de l'antisémitisme à travers un antisionisme radical qui va aller donc très loin, vous connaissez les faits, et notamment jusqu'au après le 7 octobre. Alors j'ai une dernière question. Après, le public pourra évidemment en poser. Le discours de Chirac a marqué incontestablement, tu l'as rappelé, un tournant mémoriel majeur et a fourni un cadre de référence durable à la lutte politique et morale contre l'antisémitisme. Molière a écrit « Tous les discours n'avancent point les choses, il faut faire et non pas dire, et les effets décident mieux que les paroles ». Penses-tu que le discours de Chirac a encore cette portée, vu justement ce que tu étais en train d'expliquer, la persistance de l'antisémitisme, cette mutation? Est-ce qu'il n'a pas perdu sa capacité d'alerte? Et à quoi sert, je terminerai parce que ça c'est important, à quoi sert finalement cette mémoire basée sur le devoir de mémoire si elle n'a plus de portée aujourd'hui? Et je pose la question, c'est une réflexion personnelle, ne faudrait-il pas imaginer plutôt un devoir d'action? Ça c'est une excellente question et difficile pour moi parce que vous avez toutes les deux, Sabine et toi, rappelé mes fonctions. Donc moi je suis confronté tous les jours à cette question-là. La question d'enseigner l'histoire, d'accord, de transmettre la mémoire, voilà, et de se poser la question, finalement, quel impact ça peut avoir avec nos élèves ou avec d'autres individus. Je vais faire un petit pas de côté. Cette semaine, l'UNESCO a sorti une étude. Moi, j'ai mené dans 27 pays de l'Union européenne et j'ai retenu 2 points de cette étude. La première, c'est qu'une forte proportion d'enseignants ne sont pas en capacité dans les 27 pays européens, c'est pas seulement la France, de repérer des stéréotypes antisémites ou des préjugés antisémites si d'aventure des élèves venaient à les manifester. Premier point, d'accord ? Le deuxième point, et ça rejoint maintenant ta question, c'est que la question de l'antisémitisme est évoquée essentiellement
au moment de l'enseignement de la Shoah. Voilà. Très bien d'ailleurs. On ne peut pas évoquer la Shoah sans évoquer évidemment ce qu'a été l'antisémitisme. Mais donc, ça suppose d'avoir une réflexion, devoir d'action. Nous, d'abord, on fait un travail d'histoire. Il faut déjà comprendre, expliquer ce qu'a été l'histoire pour comprendre ces phénomènes. Mais inévitablement, aujourd'hui, dans une société où l'antisémitisme a atteint des sommets, voilà, avec des actes, et vous les avez soulignés en introduction, qui sont quasi quotidiens, ça interroge donc notre volonté aussi de trouver un moyen d'évoquer de nouvelles formes d'antisémitisme, mais aussi de trouver dans le domaine éducatif, qui est le domaine dans lequel j'interviens le plus couramment, de trouver des réponses qui sont adaptées. Donc on a mis en place, notamment évidemment et toujours avec l'Éducation nationale, avec aussi d'autres partenaires, des moyens de pouvoir évoquer aujourd'hui les dangers de cette haine des Juifs, qu'on rappelle et qui est un point que je soulevais dans un séminaire qui avait lieu à l'UNESCO lundi dernier, c'est que cette haine des Juifs qu'on peut trouver, elle se fait dans des espaces où il n'y a plus de Juifs ou très peu de Juifs, sachant qu'on est le pays où la communauté juive est la plus importante en Europe. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des questions qui nous sont posées. C'est-à-dire que cette haine, elle ne s'arrête pas, voilà, et elle nous interroge effectivement sur les réponses qu'on est appelé à apporter, au-delà, bien sûr, du cadre de la loi, qui est là pour aussi sanctionner, évidemment, tous les manquements ou toutes les attaques, les discours antisémites. Voilà, on remercie Hubert Struck pour son intervention. Et on pose la question au public, avez-vous des questions à poser à Hubert? Si tu veux passer le micro. Charles. Mais tout le monde me connaît. Merci, monsieur. Merci. Pour votre brillant exposé. Et en vous écoutant, j'ai pensé au fond à la même question soulevée par Michel. Je suis fondamentalement attaché à l'histoire, et notamment à l'histoire de l'antisémitisme, et vos travaux y contribuent largement. Mais je me pose une question relative à la portée, à la valeur, à la symbolique de revenir sur l'histoire de cet antisémitisme. Est-ce que nous ne risquons pas de nous enfermer à travers ce discours et, au fond, cette valorisation, entre guillemets, de l'antisémitisme des années 30 ou 40, est-ce que nous ne risquons pas d'être enfermés dans cet état de victimisation alors que nous assistons, comme vous l'avez dit, à un niveau d'antisémitisme inégalable? Et dans un domaine qui est le mien, l'université, eh bien, j'apprends que des contrats de recherche entre certaines universités et Israël ont été rompus, que certains protocoles de traitement avec l'université de Tel Aviv et d'autres qui ont un siècle d'avance sur l'Europe ont été dénoncés. Et récemment, ma femme m'a appris en venant que l'encyclopédie Britannicus a gommé Israël des cartes qu'elle produit. Comment faire, eu égard à cette corde qui étreint notre cou comme celle qui le fait au pendu, comment faire pour lutter, et c'est la question que soulevait Michel et c'est celle que je partage,
contre cette explosion de l'antisémitisme dans tous les secteurs de la société. J'en fais l'expérience régulièrement. Plutôt que de revenir sur la responsabilité de l'État français, ne pouvons-nous pas nous focaliser sur les moyens de lutte, toujours d'actualité, contre l'antisémitisme? Merci, monsieur. Je conclus en répétant que j'ai singulièrement apprécié votre travail, que je connaissais, et votre présentation, qui est très utile à la communauté montpelliéraine. Merci, monsieur. Charles, merci pour ton intervention. Je voulais juste préciser, parce que ta question est pertinente, mais que le matin, dans tous les colloques, c'est la 8e édition, nous avons une partie historique. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle nous avons invité Hubert aujourd'hui, mais voilà, avec cette excellente intervention. Je laisse la parole à Hubert, bien sûr. Bon, merci pour votre question. Alors, évidemment, si j'avais la solution pour ne serait-ce que réfréner ces actes antisémites, je la livrerai. D'abord, moi, il me semble, premier point, mais je vais quand même essayer d'évoquer des pistes, puisque c'est votre question, et que je suis aussi au quotidien confronté à ces enjeux. La première chose, c'est que l'histoire, ça nous permet de comprendre ce qui a changé, si vous voulez. L'histoire, c'est très simplement, c'est les permanences et les mutations. Qu'est-ce qui peut être identique, qu'est-ce qui est en train d'évoluer? Voilà. Le discours de Jacques Chirac, alors après, il y a un intérêt qui est purement historique, pourquoi il a pris la parole, etc. Mais par rapport à l'objet de la discussion de ce matin, ce qui, moi, me semble intéressant, c'est qu'à travers la prise de parole dans un moment qui est le moment clé de l'histoire de France concernant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que 17% des personnes qui ont été arrêtées, déportées, assassinées, c'est au moment de la rafle du Veldiv. C'est la plus grande rafle de l'Europe occidentale. Donc c'est un moment clé, et quand un président ou une autorité, l'État, prend la parole à ce moment-là, c'est pour dire quelque chose de la société. Or, moi, ce qui me semble important, en faisant de l'histoire, c'est justement de montrer que s'il pouvait y avoir, ou au moins l'idée, et en plus l'idée peut être, on va en parler, discuter, s'il pouvait avoir l'idée que l'antisémitisme avait cette source, on va dire, traditionnelle, référée à l'extrême droite, référée à l'antijudaïsme, etc., eh bien, les discours suivants et l'évolution de la société nous montrent clairement que ce n'est plus le cas, et que l'antisémitisme, à travers l'antisionisme radical, prend d'autres sources. Moi, il me semble intéressant de montrer cette évolution sur 30 ans, parce que vous connaissez la phrase de quelqu'un qui a dit aujourd'hui c'est un antisémitisme résiduel, d'accord? Bon, je vais peut-être la commenter après. Mais ce que dit dans un discours Emmanuel Macron en 2022, c'est intéressant. Il dit en 1995, quand Jacques Chirac a pris la parole, on était dans un antisémitisme rampant, c'est-à-dire de très faible intensité au regard de ce que c'est aujourd'hui. Or, faire de l'histoire, c'est montrer qu'effectivement, entre 1995 et aujourd'hui, il y a eu une évolution qui démarre, et tu l'as dit, à partir de la seconde intifada en 2000. Alors, bien sûr, 7 octobre, évidemment, mais je veux dire qu'on peut voir ici les prémices de ce déferlement à partir de la seconde intifada, mais il n'y a rien à voir entre 1995 et ce qu'on se connaît aujourd'hui. Et ça, c'est important pour une société de savoir qu'on est dans une phase paroxystique, on va dire, de l'antisémitisme. La grande question, vous avez raison de la poser, c'est est-ce que finalement un discours comme celui de Jacques Chirac a été un bouclier contre l'antisémitisme? Alors voilà, mais vous allez me dire, la réponse, évidemment, non. Mais juste dire quelque chose, c'est que le discours de Jacques Chirac, et je vais très vite, et je vais ne pas tenter de ne pas esquiver votre question, faites-moi confiance, mais a permis la création de la commission Matteoli en 1997, a permis la création pour la Fondation pour la mémoire de la Shoah, etc. Ça veut dire que c'est un discours qui a eu une portée. Voilà. Et les institutions qui ont été créées ont, et là vous jugerez par vous-même, ont mené des actions éducatives diverses pour lutter contre l'antisémitisme, contre le racisme, enfin, contre des discriminations les plus diverses. Alors, il y a toujours cette question, c'est-à-dire, est-ce que ce combat qui a été mené contre l'antisémitisme à travers des nouvelles formes a été porteur, a été efficace? Bien sûr, quand on regarde comme ça aujourd'hui le niveau d'antisémitisme, la réponse est assez rapide, c'est de dire non. Et en même temps, où en serait-on si on n'avait rien fait?
Voilà. Il faut toujours avoir ça en tête. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on n'avait mené aucune action, et il y a des actions qui sont menées contre l'antisémitisme, d'accord, incontestablement, mais s'il n'y avait eu aucune action, où en serait-on aujourd'hui? On peut poser la question comme ça. Je n'ai pas la réponse à ça, monsieur. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas refaire l'histoire. On n'est pas dans l'Uchronie, c'est-à-dire à vous dire s'il y avait qu'à Faucon. Mais moi, je m'interroge toujours ceci. Et j'avoue, quand je me lève le matin, ça me donne quand même un moteur, hein, de me dire que si en plus je faisais rien, alors, c'est pas moi qui vais faire quelque chose, je veux dire, hein, c'est dans un collectif, où en serait-on? Voilà. C'est pour ça, vous savez, vous avez toujours cette belle phrase. Moi, je viens du Sud-Ouest, donc j'aime bien citer Jean Jaurès. Hein, on peut être pessimiste de raison, mais optimiste de volonté. Voilà. Donc, je sais. Alors, concrètement, bon, vous le savez, mais je pense que d'autres personnes vont en parler aujourd'hui au cours du colloque, parce que c'est des points importants. Il y a déjà faire évoluer le cadre législatif. Parce que ce qu'on est en train de se dire, ça relève du discours, ça ne relève pas du cadre normatif. C'est quoi l'antisémitisme aujourd'hui? Vous savez que les chercheurs, par exemple, certains veulent parler de judéophobie. Vous prenez Pierre-André Taguieff, que j'ai cité, il parle, vous prenez notre historienne dont le nom va me revenir, préfère parler de judéophobie pour montrer justement toutes ces formes qui ne sont pas seulement à relayer avec la définition qu'en donnait Wilhelm Marr en 1879 en Allemagne. Donc pour exprimer que... Voilà. Donc est-ce qu'il faut faire évoluer le cadre normatif pour concrètement mieux cibler ce qu'est aujourd'hui la haine des Juifs en France? Voilà. Et ne pas en rester, c'est pour ça que je l'ai cité, à une vision qui était cette vision qu'on pouvait avoir et que retranscrit finalement Jacques Chirac en 1995. Donc il y a le volet normatif. Il y a le volet de la sanction, voilà, pénale, c'est-à-dire que la mobilisation pour, on va dire, réprimer les faits. Et puis, c'est mon domaine, si vous voulez. Hein, c'est le domaine éducatif, c'est aussi tout le travail qui est mené. On ne peut pas mener aujourd'hui, je vous le dis, parce que les gens ne le voient pas. Quand on dit oui, mais bon, la Shoah, l'antisémitisme, tout ça, c'est daté. Mais quand vous recevez des élèves, c'est le projet qui a été mené ici avec le CCJ de Montpellier, vous avez toujours, et faites-moi confiance, vous avez toujours une question, mais monsieur, les Juifs sont comme ça, les Juifs sont comme ceci, mais pourquoi ils font ça en Israël? Vous n'échappez pas à la question d'un élève, même aujourd'hui. C'est pour ça que les gens que l'on forme pour faire de la médiation, pour faire un atelier, ils sont formés aussi inévitablement à des questions qui sont ultra contemporaines. Aujourd'hui, vous connaissez tous le thème de l'inversion de la Shoah, de l'inversion de la figure du victime en bourreau, non seulement pour Israël, mais aussi pour les Juifs. Voyez, donc ces questions-là, il faut s'en saisir. Il faut apporter une réponse sur la question de l'essentialisation des Juifs, mais parfois aussi, on a des questions sur du racisme, sur d'autres choses. Donc il faut, pour faire société, il faut être capable d'engager des sujets, qui permettent aussi d'évoquer une actualité. Et le dernier point que j'évoquerai, et ça je sais que c'est un point qui est fondamental quand on a des élèves, on le dit, la France, c'est le pays où il y a le plus grand nombre de juifs en Europe. Mais en même temps, la population juive représente moins de 1% de la population totale. Il y a des... C'est mon pari, hein. Mon pari c'est l'éducation. Il y a des gens qui ne savent toujours pas ce qu'est un juif, c'est-à-dire qu'ils n'en rencontrent pas. N'ayant pas une vision parisienne de ce qu'est le monde où effectivement les communautés juives sont plus fortes qu'elles ne le sont ailleurs. Donc il y a aussi l'idée que pour faire face à l'antisémitisme, j'ai donné moi les choses qui peuvent me traverser ce matin l'esprit. Il y a aussi évoqué une histoire des Juifs de France de la longue durée. Rappelez qu'il y a une présence plurimillénaire ici en France. Déjà, vous le savez ici avec le mikvé qu'il y a à Montpellier, avec le travail qui est mené, notamment avec la mairie de Montpellier, avec l'institut que dirige Michael Yankou, etc. Je veux dire, montrer cette dimension d'une présence. Parce que là où je vous rejoins, si... Je ne sais pas si c'est exactement le sens de votre question, mais je l'ai senti en creux dans ce que vous dites. Si l'idée, c'est de dire la Shoah va être un vaccin contre l'antisémitisme, évoquer la Shoah, ça peut aider à comprendre ce qu'est l'antisémitisme et où mène l'antisémitisme. Mais ça ne peut pas répondre, je vous le dis, et pourtant vous connaissez mes fonctions, vous les avez, hein, ça ne peut pas répondre à ce qui se passe tout à fait aujourd'hui. Et c'est une difficulté qu'on a. Moi, quand je forme des gens, ma fonction, c'est de former des gens à la transmission. Quand ils viennent au mémorial de la Shoah, ils viennent,
Des élèves ont un temps et on leur dit, voilà, ce sont des gens qui vont être, alors on montre très bien le processus d'assassinat, le discours, l'exclusion par la loi, l'arrestation, l'internement, la déportation, l'assassinat. Très bien. Mais la question, c'est qui sont ces gens? Ces gens-là ont une vie avant. Ils viennent de Pologne, ils étaient israélites, comme on dit à l'époque, hein, voilà, avec ce franco-judaïsme tenu au corps. Il faut l'expliquer, ça. Il faut qu'il y ait cette idée que la présence juive est une présence qui est ancienne et que cette présence, elle s'est poursuivie après la Seconde Guerre mondiale, aussi avec l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord au début des années 60, et que c'est aussi ça. Ce sont des gens qui existent vraiment. Vous avez parfois un antisémitisme, dont on a évoqué ici les différentes sources aujourd'hui, qui existe sans avoir un visage juif. C'est un très bel ouvrage, il y a quelques années, d'Alain Finkielkraut qui s'appelait « Le juif imaginaire ». Voilà, le juif, il est imaginé. Et en fait, c'est aussi un problème, je vais vous le dire, pourquoi évoquer une histoire de longue durée? Ça, c'est un point fondamental qu'on apprend au contact, parce qu'on est au contact tous les jours avec le public. En fait, la question, c'est quand vous voulez déconstruire un préjugé antisémite. D'accord ? Tous les juifs ont de l'argent, les juifs contrôlent le monde, les juifs sont des complotistes. D'accord ? Mais si vous dites ça, vous partez de la représentation de l'antisémite de ce qu'est le juif. Mais ce n'est pas à l'antisémite à nous dire ce qu'est le juif, puisque par définition, il ne peut en avoir qu'une vision tronquée, totalement fausse, relevant du mythe anti-juif. Donc comment dit-on, dans une société confrontée à un tel niveau d'antisémitisme, qu'est-ce qu'être juif? Qu'est-ce que la judéité dans sa plus grande diversité? Vous voyez, c'est ces questions qu'on se pose. Et c'est ça qu'il faut réhabiliter si on ne veut pas tomber dans des solutions toutes prêtes ou des réflexes pavloviens. Dès qu'il y a antisémitisme, il faut faire référence à tel ou tel événement historique. Voilà. Merci Hubert. Alors, on va avoir notre deuxième conférencier qui va prendre la parole. Mais avant, peut-être, Perla, tu as une question? Oui, j'aimerais poser une question. Merci pour cette introduction brillante, tous les deux. Je voudrais donner trois petites infos et justement parler, avoir votre avis sur cette façon de contrer l'antisémitisme avec en perspective la Shoah, puisque ça ne décourage plus personne. Nous, au niveau de la Radio Aviva, il y a des associations contre le sexisme qui ne veulent plus travailler avec nous. Ça commence là. C'est la première. OK ? Donc, en demandant de les enlever de nos listes de diffusion, c'est très grave. Ensuite, une administration qui essaye de nous clouer le bec depuis 1 an, qui n'a pas voulu me serrer la main parce que je suis présidente du CRIF. Donc, on arrive à des expressions d'antisémitisme dans la vie quotidienne, dans la vie des gens, avec aucun lien avec quoi que ce soit. On a fait une commémoration magnifique pour le 27 pour la libération d'Auschwitz, a été tweetée après, une bonne rafle et on en finit. Donc, on a l'impression, je ne sais pas quel est votre avis, que la Shoah est en train de muter, comme des moyens, on revoit les croix gammées, on revoit le visage d'Hitler, à la fac de droit, juifs dehors, etc. Donc, c'est devenu comme un exemple de ce qu'on peut faire aux juifs maintenant. Et c'est en train de migrer, et le livre Sans dessin pour Gaza, qui sort le 7, là, avec des dessins où tous les motifs de la Shoah sont repris. Le petit garçon du ghetto avec les mains en l'air, il a un kéfier. L'entrée d'Auschwitz, il y a Gaza derrière. Donc on est dans une espèce de mutation et j'aimerais avoir votre avis sur comment contrer, sans compter qu'il me semble qu'il faudrait commencer l'information en primaire. Je me tourne vers Marie-Ange, parce qu'au collège, ils sont formatés, les gamins. Alors, juste un point, et je vais vraiment répondre mais précisément à votre question. Vous voyez, la question que soulevait Jacques Chirac dans son discours, il disait ce qui est dangereux, c'est le révisionnisme. Je pense qu'il entendait à travers ça négationnisme. D'accord ? Aujourd'hui, je parle dans le monde éducatif. D'accord ? La question qui nous est posée, c'est celle de la relativisation, de la distorsion de la Shoah. Voilà, du fait de comparer la Shoah avec tout autre événement, quel qu'il soit. Voilà. Or, tout à l'heure, monsieur, on parlait de faire de l'histoire. Or, si on ne fait pas de l'histoire, comment... Non, mais je sais, monsieur, vous n'avez pas dit ça, mais attention, je ne transforme pas vos propos. Comment expliquer à un enfant
d'accord, ce qu'est justement cet enfant du ghetto de Varsovie. Et comment montrer à quoi ça correspond par rapport à l'instrumentalisation qui peut en être faite dans d'autres situations, si vous voulez. C'est quoi une croix gammée? C'est des problèmes qui sont aujourd'hui très répandus quand il y a des actes antisémites, la croix gammée, le salut hitlérien, même si c'est parfois, si ces signes-là qui sont condamnés par la loi parce que apologie du nazisme, d'accord, sont parfois corrélés avec une situation au Moyen-Orient, d'accord. Donc c'est effectivement, et tout notre travail, quand nous sommes appelés avec l'éducation nationale à faire face à des situations d'antisémitisme, et bien c'est exactement ce que l'on fait, c'est-à-dire rappeler ce qu'est la portée d'un geste au regard de ce que ça a représenté pour l'histoire, non seulement quand vous faites l'apologie du nazisme, pour les juifs, pour les résistants, pour les homosexuels, pour les tziganes. Voilà. C'est ces populations-là qui ont eu des destins totalement bouleversés par la Seconde Guerre mondiale, et instrumentaliser l'histoire à des fins politiques, c'est aussi le rôle de l'histoire que d'apporter un regard éclairé sur le passé par rapport à des enjeux contemporains. Voilà. Merci. Une dernière question, Michel. Il y a une question encore? Une dernière. Une dernière, allez. Pardon. Une toute petite merci, monsieur, de votre brillante démonstration et rappel historique. Un tout petit témoignage. J'étais il n'y a pas longtemps dans un concours d'éloquence, en tant que jury d'un concours d'éloquence organisé par la Fondation du Groupe des Pêches sur des droits fondamentaux, qui est formidable. Collège. Et le thème était résister. Donc, une dizaine de jeunes gens qui n'ont jamais évoqué la résistance de la Seconde Guerre mondiale. Mais j'ai été marquée par une jeune fille qui est venue, alors on était au premier rang, quelques-uns en tant que jury, qui, avec une vigueur, et le mot est faible, nous a expliqué d'entrée de jeu, l'humanité est vile, l'humain est mauvais, et qui a enchaîné avec un plaidoyer pour dire que le voile était la libération de tous les êtres humains, en ce compris les femmes, et nous pointe du doigt en disant que c'est elles et c'est eux qui gagneraient contre toute autre forme d'humanité. Et ça nous a un peu glacés, parce que si auparavant on n'avait évoqué aucune forme de résistance, et certains jeunes étaient vraiment émouvants dans leur résistance quotidienne, ou des choses gentilles, parfois intéressantes, ça veut dire aussi que dans l'éducation, les profs avaient laissé passer un discours haineux, et peut-être avaient omis de mettre en perspective beaucoup de positions humaines qui auraient pu les rappeler ou les ramener à une vision plus transversale de la résistance, et en tout cas plus transversale de l'humanité, avec une confiance dans l'humanité. Donc cette défiance envers l'humain, défiance envers l'humanité, et ce contexte-là nous a vraiment intrigués et vraiment inquiétés. Comment se fait-il que dans l'éducation nationale, il n'y ait pas une vision plus humaniste et plus partageuse de la connaissance et du partage, du respect de l'autre? Merci, Madame Le Bâtonnier. Merci. Je vous répondrai sans représenter l'éducation nationale, mais par rapport évidemment à ce que vous dites et de ce qui s'est passé. Bon, d'abord, moi, je vais vous dire, parce que c'est aussi ma culture professionnelle, même si j'ai quitté ce monde-là pour d'autres fonctions au cours de ma carrière, les enseignants sont en première ligne. Voilà, je le dis vraiment. Voilà, ils sont en première ligne face à ces questions-là au quotidien. Et que c'est des situations, j'entends ce que vous dites sur le fond, qui posent problème, évidemment, mais on n'est pas à l'abri de se retrouver face à des prises de parole qui ne sortent du cadre républicain, laïque, tel qu'il est prévu par le cadre de l'éducation nationale. Donc c'est aussi, je ne sais pas exactement, je vois le résultat que vous avez souligné de cette prise de parole de l'élève. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant, quelle a été la part de l'enseignant, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, voilà, mais qu'il y ait eu un discours en amont pour montrer cette face-là de l'humanité. Voilà. Donc j'entends, c'est des questions qui se posent. On a effectivement parfois, et même autour des thèmes qui nous réunissent ce matin, on voit des discours qui peuvent largement dériver. Mais derrière ces dérives, il faut le voir. Je vais vous donner un exemple. Mais alors là, vous évoquez des choses qui sont davantage liées à la question de la laïcité, du fait religieux, etc. Mais moi, je prends mon cas, et c'est vraiment important. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas la réponse, mais
les enseignants se mobilisent sur ces questions. Moi, ce que je vois, c'est que, et je le dis parce que souvent on croit qu'ils mettent beaucoup moins que par le passé la poussière sous le tapis. Il y a une volonté de le dire maintenant, ce qui se passe, ce qu'on entend. Voilà. Je ne parle pas de ce fait-là, mais je parle quand ils sont confrontés à des propos ou des faits relevant de l'antisémitisme. Nous, quand il y a eu le 7 octobre, on s'est dit, vous voyez, peut-être qu'on aura moins de monde au mémorial, les gens ne vont plus venir. Vous voyez. On n'a jamais eu autant de monde à Paris, à Drancy, en Hors-les-Murs. Vous parliez tout à l'heure de 1000 élèves, si j'ai bien compris, qui sont appelés à voir cette exposition. Je ne sais pas si ça va être un remède contre l'antisémitisme, mais ça veut dire que s'ils viennent, ils ne peuvent venir que si les prescripteurs, ce sont les enseignants. Donc il ne faut pas, de ce point de vue, après, là où je rejoins monsieur, il faut se poser la question de ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit dire quand ils viennent. Ça, je suis d'accord avec vous. Et est-ce que finalement, il ne faut pas toujours interroger le discours qu'on doit tenir face aux préjugés qu'ils peuvent porter, etc. Mais nous, ce qu'on a vu, c'est une grande partie des enseignants qui sont mobilisés. Peut-être que d'autres le sont moins sur ces sujets-là, veulent moins confier des projets à notre institution ou à d'autres institutions. Ça existe aussi. Le monde n'est pas un monde de naïveté où tout serait blanc, évidemment. Mais si on prend des éléments tangibles, factuels, on n'a jamais formé, recruté autant d'intervenants dans l'institution dans laquelle je travaille que depuis le 7 octobre. C'est qu'il y a bien une question et c'est qu'il y a bien des gens qui se disent il faut nous aider à apporter des réponses. Voilà. Et ça, pour nous, et c'est ce qu'a fait aussi le CCJ cette semaine, je pense qu'il faut pas qu'on arrête, parce que sinon la solution, c'est de dire alors, si, je le dis, et moi aussi, j'ai pas vous savez, je viens de Toulouse, j'ai connu 2012, je suis très affecté, j'ai toujours du mal à discuter de ce qui a pu se passer à Haute-Saratora, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que la pire des choses, selon moi, c'est le renoncement. Voilà. On n'a pas droit au renoncement. Voilà. Donc monsieur, vous avez raison, madame aussi, qu'est-ce qu'on fait? On interroge, on se pose des questions, on voit ce qui marche, on voit ce qui ne marche pas, on voit quel est l'impact ou pas. Nous, on a mené des études d'impact pour savoir si ce qu'on fait, ça marche ou pas. Et quand on sait si ça marche ou pas, eh bien, on prend ce qui marche et on continue. Et dans 2 ans, on revoit les choses et on continue. Voilà. Moi, je crois qu'il faut avoir cette ambition-là. Voilà. Pour l'école, pour nos jeunes et pour notre société. Alors Hubert, moi je ferai une petite observation après tes excellentes explications. C'est que de faire une action collective comme le CCJ l'a réalisé grâce à toi, grâce au mémorial de la Shoah, c'est-à-dire d'avoir en quelques jours 1000 élèves qui ont pu à la fois voir l'exposition qui se trouve ici, mais également écouter une conférence sur Auschwitz, bien je pense que ça protège finalement les professeurs. Je pense à Samuel Paty, malheureusement, mais qui était seul face à une classe avec cette malveillance épouvantable qui a conduit à son assassinat. Mais si on organise le CRIF, nous, enfin toutes les associations juives, on organise avec évidemment Marie-Ange Rivière, Norbert, des manifestations collectives, c'est-à-dire que là, on protège, à mon sens, on protège les professeurs. Et ça je dis que c'est une façon de voir l'avenir de la transmission. Oui, l'école a aussi besoin de partenaires, parce que parfois c'est aussi des questions d'expertise, etc. Mais comme tu le dis Michel, aussi parfois pour du soutien. Alors c'est pas, comme le disait le rapport Debré, vous savez en 2002 sur le fait religieux, c'est pas un transfert de charge, c'est pas de dire que dorénavant, il faut être vigilant par rapport à ça, la transmission de cette histoire ou de certaines questions sensibles doit revenir à des structures qui seraient périscolaires ou qui seraient partenaires de l'école, mais ça veut dire effectivement qu'à un moment donné, les partenaires peuvent être un soutien, une aide pour les enseignants. Voilà. C'est-à-dire plutôt... Ah, j'ai oublié, j'ai pas répondu à ceci. Sachez que la question de l'assassinat, alors dans les programmes, c'est l'extermination des Juifs et des Tziganes, est évoquée dès le CM2. Voilà. Nous, je sais qu'au Mémorial, on a une pédagogie qui est très particulière où on n'évoque pas à cet âge-là la question de l'assassinat, mais plutôt la question de la résistance, du sauvetage, de l'entraide, etc. Mais effectivement, dès le cycle 3, comme on dit à l'école, on est en capacité de mener des projets, de sensibiliser à la question de l'identité qui est essentielle, parce que regardez, souvent on évoque le sort des enfants cachés. D'accord ? Mais le sort des enfants cachés, c'est évoquer les questions d'identité. Voilà. C'est quoi une identité cachée ? C'est quoi une identité révélée ? Pourquoi aujourd'hui ? Alors,
je ne ferai pas une passerelle, mais vous l'avez, je crois que c'est Michel qui a dit dans son discours, mais quand on lit Johann Sfar, quand on n'est plus capable d'écrire son nom sur une boîte aux lettres, quand on n'est plus capable de commander avec un Uber avec son nom, parce qu'on se dit, tiens, on va voir que peut-être j'ai un nom à consonance juive, etc. Cette question de l'identité, vous voyez, on peut aussi, à travers ça, la poser avec des élèves. C'est quoi une identité cachée? C'est quoi une identité révélée? Et puis, c'est quoi, ce que disait Amin Mahalouf, ces entités meurtrières? C'est-à-dire le fait qu'on ait plusieurs choses en même temps. On n'est pas qu'une seule chose dans la vie. Voilà, hein. On le sait, on est français, juif, etc. Juif, français. Bon. Et c'est ça qui fait qu'on est ce qu'on est et notre singularité. Et c'est aussi ça le rôle de l'école. Voilà. Merci beaucoup. On applaudit notre conférencier. Je te remercie.